Bonjour tout le monde et bienvenue sur Curieuse. Aujourd'hui, je reçois Steven, il est Love Coach. Je l'ai découvert sur Instagram. Son nom, c'est Steve Amour Heureux. C'est ça qui m'a un peu intriguée. Ah oui. Et j'ai adoré aussi ta façon de donner des conseils, des astuces pour être heureux dans son couple et être plus serein. Donc aujourd'hui, c'est mon nouvel invité. Venez ici, voici l'adresse mail. Et puis c'est parti. Bonjour, ici c'est Steve. On va parler d'amour et comment faire pour être heureux en amour pendant longtemps sur Curieuse Média. Steve, merci d'avoir fait le déplacement déjà. Parce que tu viens de Tours, c'est ça? Ouais, Touraine, ouais. Ça... Ah, de Touraine? Oui, en Touraine, je suis dans la campagne. D'accord, ok. Donc toi, tu es love coach. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un love coach? Je pense qu'un love coach, c'est un terme qui est un peu galvaudé, comme le terme coach. Ça veut dire plein de choses différentes. En fait, moi, je m'occupe de comment on peut gérer nos croyances, nos pensées, nos émotions et nos actions pour arriver à ce qu'on veut dans la vie. Et là, en particulier, dans la relation amoureuse, ou dans le cadre d'une relation amoureuse qu'on veut faire durer. D'accord. Et pourquoi l'amour? T'as eu le déclic? Pourquoi ce thème-là? J'ai eu le déclic parce que j'étais dans le coaching depuis une dizaine d'années déjà sur différents thèmes, développement personnel, management, plutôt des choses orientées stratégie, entreprise, performance. Et un jour, ma chère étante me dit « Mais pourquoi tu fais pas du coaching en amour ?» Je dis mais en amour, j'y connais rien. Elle me dit mais si, regarde, moi quand j'ai galéré, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui a tes compétences, tes connaissances, ta manière d'analyser les choses. Ça m'aurait bien aidé. Je dis après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup j'ai commencé à regarder des médias sur le coaching en amour. J'ai vu qu'il y a des choses, purement séduction, manipulation, ça m'intéresse pas. J'ai eu des choses beaucoup plus qui m'ont touché en fait sur comment on fait durer une relation même quand ça devient un peu compliqué pour des histoires X ou Y, et je me suis dit oui effectivement ça rentre dans le cadre de mes compétences. Donc toi t'es plus dans le côté durer, réparer, t'es pas dans le côté agir, parce que il y a plein de coachs, il y a plein de love coach. C'est quoi ton créneau là? Mon créneau, c'est t'es en couple, t'as envie que cette histoire marche, tant que tout va bien, il n'y a pas de questions à se poser, roule. Mais le jour où il y a un souci, parce que je sais pas, il y a un enfant qui arrive, il y a un changement professionnel, il y a une maladie, il y a eu un mensonge, une incompréhension, il y a des engueulades à répétition, il y a quelque chose qui va pas, là il y a des solutions à mettre en œuvre. Si tu veux que la relation marche, il y a des solutions à mettre en œuvre. Et toi, tu es là. Voilà. Pour donner ces solutions, tu postes des vidéos sur Instagram où tu donnes des conseils et tu donnes aussi des consultations en visio aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tu fais ça depuis combien de temps? Techniquement, là, je fais ça depuis un peu plus d'1 an. Donc toi, tu es en couple, tu m'as dit que tu avais des enfants, des petits-enfants. Comment ils ont réagi quand ils ont appris cette reconversion vers le love coaching? Oui, ils n'ont pas été trop surpris, je pense, parce qu'ils me connaissent depuis qu'ils sont nés et ils ont vu pas mal de changements déjà dans ma vie et dans la leur. Tu postes des vidéos chaque jour sur Instagram où tu donnes plein de conseils et tu donnes aussi des consultations en visio. Donc j'imagine que tu gagnes ta vie aujourd'hui avec ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Et pourquoi tu donnes qu'en visio? Tu m'as dit que tu recevais pas les gens chez toi? Ah, parce que j'habite au fin fond de la campagne. Et puis que je viens de passer pas loin de 10 ans à me déplacer tous les jours sur toute la France et sur plusieurs continents. Et que là, je suis très content d'être chez moi. Bon c'est bien. Et c'est quoi le profil du coup de tes clients? Plus des femmes, des hommes? Je dirais que j'ai environ 75% plutôt des femmes, 25% d'hommes. Il y a une espèce de moyenne quand même autour de la quarantaine, mais j'ai eu des clientes qui sont plus âgées que ma maman. C'est vrai? Et d'autres qui sont encore dans les études. Ah tu vois, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour avoir des problèmes en amour, des trucs. Non, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas d'âge pour trouver des solutions non plus. Et t'as dit que tu avais 25% d'hommes? Oui, à peu près. Pourquoi tu penses que tu en as aussi peu? Les hommes, ils n'assument pas de venir voir un love coach? Je sais pas pourquoi, ma supposition c'est que la relation amoureuse est souvent plus investie par les femmes que par les hommes. Ouais, c'est ça. Les hommes ont plus tendance à se laisser porter, c'est plus souvent les femmes qui sont motrices dans la relation, comme souvent dans l'éducation, dans la gestion du quotidien. C'est des tendances, hein. Ouais. Après, il y a des mecs qui sont super moteurs, il y a des femmes qui sont plus en retrait. Mais si on regarde un peu des moyennes, je pense qu'on est à peu près là-dessus, quoi. Et souvent, les femmes, elles viennent te voir pourquoi? C'est quoi le genre de problème récurrent chez elles? Problème récurrent, ça va être des difficultés à se comprendre. La communication. Ouais, des difficultés à se sentir sur la même longueur d'onde, à comprendre l'autre.
et parfois des difficultés à se comprendre soi-même. Donc on travaille là-dessus. J'ai des grilles d'analyse avec des profils de personnalité, des styles d'attachement. Après il y a plein de choses, c'est un peu technique. Mais voilà, je fais parler les gens, j'essaye de comprendre, je fais des hypothèses. C'est à eux de valider si l'hypothèse tient la route ou pas. Et puis sur la fin, je propose des actions. Ouais, il faut qu'ils appliquent. Voilà, c'est ça, il faut agir, mais bien souvent, quand on appelle à l'aide, c'est qu'on ne sait pas comment agir. Comme si moi, mon chauffe-eau est en panne, je ne sais pas comment agir, je vais appeler un spécialiste qui s'y connaît. Voilà. Est-ce qu'il y a des couples qui viennent te voir aussi en visio ensemble? Ouais, ça arrive. Ok, et c'est quoi le problème qui vient souvent? Ils viennent te voir pourquoi? La difficulté à se comprendre. Toujours? Ouais. Pourquoi il fait ci, pourquoi il veut pas comprendre que ça? Pourquoi elle fait ci, pourquoi elle veut pas comprendre que ça? Genre ils se disputent en pleine visio? C'est déjà arrivé. Comme un peu chez les psys, quoi. Ça peut arriver. Tu m'as dit que tu étais franco-anglais, ouais. C'est ça? Est-ce que tu donnes aussi des consultations en anglais? Whatever you want. It can be in French or in English. Ok. C'est comme tu veux. Et du coup, l'amour chez les Anglais, c'est comment? C'est avec le cœur, avec le corps, avec la tête, comme chez les Français. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. J'ai l'impression que les Français se prennent plus la tête. J'ai pas assez de données sur les consultations à l'étranger pour faire des comparaisons là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup plus de similitudes entre les Français et les Anglais qu'entre les Européens et les Africains, par exemple. Parce que les différences culturelles sont plus importantes. Ça, on va en parler. Voilà. Les love questions que je t'ai proposé. Okay. En fait, voilà, aujourd'hui, c'est une interview un peu différente avec Steven. J'ai été demander un peu à mon entourage, sur les réseaux sociaux, quel genre de questions les gens aimeraient poser à un love coach. Et donc, voilà, j'en ai sélectionné plusieurs. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y, shoot. Du coup, c'est parti. Première question, pourquoi je suis plus célibataire qu'en couple? Ah oui. Quand on a tendance à être plus célibataire qu'en couple, c'est souvent, peut-être pas à 100%, mais souvent, qu'on a développé ce qu'on avait appelé un style d'attachement évitant. Ça veut dire que dans les premières expériences d'attachement, en général aux figures parentales, on s'est rendu compte qu'en fait, on était mieux servi par soi-même, qu'on ne pouvait pas forcément trop compter sur les autres pour satisfaire nos besoins et qu'on a dû rapidement développer beaucoup d'autonomie émotionnelle, affective, pour résoudre les problèmes et se débrouiller dans la vie. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de créer un attachement profond et durable avec une personne. À moins de faire un travail sur soi, on peut faire évoluer son style d'attachement, heureusement. Moi, je suis plutôt évitant de base, donc heureusement, on peut aller vers plus de sécurité, mais en général, c'est ça. Et on va avoir tendance à considérer qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et du coup, ça peut être compliqué d'entretenir une relation amoureuse et de la faire durer. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Deuxième question. Carrément, t'as deux parents, tu les aimes tous les deux, probablement. Non, mais t'as compris. En amour. Ouais, on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Le truc, c'est que ça va à contre-courant des codes sociaux dominants en France, en Europe. Ouais. Y a des coins du monde où c'est ok d'être polygame. Auquel cas, ça pose pas de problème. En Europe, ça se fait moins, ça se fait depuis plus récemment, le polyamour, l'amour libre, etc. Ça pose question en termes de jalousie de l'autre et d'insécurité de l'autre. Mais c'est tout à fait humain et ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en début de relation quand il y a des sentiments forts? C'est super dur, en fait. Ce qu'il faudrait pas faire, c'est super dur de pas le faire, c'est se laisser embarquer complètement par l'émotion et de se dire que c'est tellement génial que ça va durer toute la vie et d'y croire, en fait. Oh là là. Et c'est très paradoxal parce que d'un côté, si on n'y croit pas, on va jamais y aller. Mais de l'autre côté, si on y croit trop, on risque de tomber de haut. Parce que quand on y croit trop, on va avoir tendance à idéaliser l'autre. C'est un risque, ça n'arrive pas à tous les coups, mais c'est un risque qu'on idéalise l'autre, qu'on n'arrive pas à repérer du coup les drapeaux rouges, les signaux qui montrent qu'il y a peut-être un sujet à discuter là, que c'est peut-être pas si simple que ça. Donc en fait, l'amour, ça nous change beaucoup notre chimie interne, les hormones qui circulent dans notre corps, dans notre cerveau. Et ce changement de chimie nous fait voir les choses autrement. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Cette phrase qu'on entend depuis... Qu'est-ce que t'en penses? C'est une manière simple de résumer un phénomène complexe qui est que on ne peut pas... C'est très difficile de désirer ardemment quelque chose qu'on a déjà. Tu me donnes cette tasse, tu me dis ok, elle est à toi, cool, merci. Et à partir du moment où elle est à moi, je peux plus vraiment la désirer puisque je l'ai.
Donc je parle pas seulement de désir sexuel, je parle de désirer être excité à l'idée d'être avec quelqu'un. Quand cette personne est là tout le temps, ben c'est plus une nouveauté en fait. Donc il va y avoir une forme de plus ou moins lassitude qui va s'installer. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est très fort, qui vont vraiment se lasser, qui vont s'éloigner. D'autres qui le ressentent beaucoup moins. Mais plus la personne va se lasser et s'éloigner, plus le risque c'est que l'autre lui court après. Et ça risque de créer un cercle vicieux. Le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, c'est un cercle vicieux dans lequel plus on me court après, moins je m'intéresse, plus je me détache. Et plus je me détache, plus la personne me court après. Ou inversement, si c'est moi qui cours. Combien de temps dure la passion amoureuse? Alors, d'après ce que j'ai lu, parce que là encore, hein, c'est hyper difficile de répondre à cette question. Ouais. L'amour, ça rentre pas dans un tableau Excel. Et c'est très compliqué de faire des stats là-dessus. Mais a priori, ça dure au maximum dans les 2, 3, 4 ans. Ah, ok. Comme le film, L'amour dure 3 ans. Exactement. C'est fou, pourquoi? À minima, ça va durer très peu de temps, voilà, quelques heures, dans le pire des cas. Pourquoi? Alors, a priori, ça vient de l'évolution de notre espèce, c'est-à-dire qu'à la base, on ne vit pas avec des systèmes d'alarme et des doubles vitrages, à la base, on vit dans la nature. Notre cerveau, il s'est façonné comme ça, avec des dangers, des prédateurs, donc il faut survivre, il faut perpétuer l'espèce, et il faut mélanger les gènes. Là, je te parle d'un point de vue purement animal, pas d'un point de vue sociétal, ça c'est autre chose. Et d'un point de vue animal, il y a une partie de notre cerveau qui est programmée pour diversifier les expériences, faire du brassage génétique. Et donc, chimiquement, pendant, disons, 2-3 ans, on va être très amoureux, on va être très attaché à la personne, on va faire un enfant, et puis au bout de 1, 2, 3 ans, l'enfant, il commence à parler, marcher, se nourrir tout seul, il peut commencer à se débrouiller, et du coup, la passion descend. Et comment faire? Et peut-être que nos ancêtres allaient voir ailleurs, échanger, j'en sais rien, s'ils étaient monogames, s'ils faisaient durer leur relation toujours, je sais pas. Y a-t-il une période d'essai en amour? Moi, j'ai tendance à penser que c'est intéressant de mettre une période d'essai dans une relation amoureuse, un peu en écho à une question précédente, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter de faire en début de relation? Je dirais, mets-toi une période d'essai, dis-toi que tu vas attendre peut-être, si tu as envie que ça dure, dis-toi que tu vas attendre 9 mois, 1 an et demi, pour voir un peu où ça va. Si vraiment ça fonctionne, si vous arrivez à résoudre les problèmes ensemble, à aborder les sujets difficiles quand ça se présente, à résoudre les problèmes plutôt que juste les balayer sous le tapis et de les laisser pourrir en fait. Bon, ça c'est un autre sujet. Combien de fois par semaine faut-il faire l'amour pour garder la flamme dans un couple? Attends, je fais un petit calcul. 2,73. Ah là là, ces questions, ne nous aidez pas. Hein. Mais bon, c'est des questions qu'on se pose tous. Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens qui ont une forte libido, d'autres une plus faible libido. Je pense que ce qui est important, c'est pas combien de fois tu fais l'amour par semaine, c'est est-ce que ça te convient ce que tu vis. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça la vraie question. Puis aussi le temps, le froid, le travail, le stress. Exactement. Est-ce que tu es satisfait dans ta vie sexuelle, affective, charnelle? Voilà. Si tu es heureux, c'est très bien. Et peu importe le nombre de fois. C'est ça. Je sors avec un mec radin, mais je l'aime. Que dois-je faire? Fais fumer ta carte bleue. Ah ouais. Je dirais ça dépend en fait. Si tu sais que la personne est comme ça dès le début de la relation, dès les premiers mois, tu sais que c'est comme ça. C'est ça, faut accepter. Fais avec. Tu partiras moins en vacances, tu boufferas moins souvent du homard. Maintenant, si c'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure ou quelque chose qui s'installe tout d'un coup, il y a peut-être un truc à creuser derrière. Ouais. Si par exemple il n'y avait pas ce problème-là et puis que tout d'un coup vous faites un enfant et que tu t'aperçois que maintenant il devient radin, peut-être qu'en fait c'est pas de la radinerie, peut-être qu'il priorise. Peut-être qu'il veut mettre de côté pour payer des bonnes études aux enfants, ou tu vois, je sais pas. Il faut en parler. Voilà. Toujours. Dans tous les cas, il faut en parler. Alors, un autre sujet, j'aime un mec en couple, dois-je abandonner? Ça dépend ce que tu veux abandonner. C'est-à-dire? Si t'aimes un mec en couple et que t'es satisfaite d'être la deuxième ou d'être en parallèle avec quelqu'un d'autre, continue. Voilà, n'abandonne pas. C'est horrible. Oui, mais tu choisis un mec qui est en couple. On choisit pas de tomber amoureux. Ouais. Mais ce qu'on choisit, c'est d'entretenir une relation amoureuse ou de la faire taire. Okay. Je te donne un exemple. Tu me parles d'un mec marié. Mais si on fait un parallèle, imagine que tu tombes amoureuse, je sais pas, du mec de ta sœur. Tu vas entretenir cette passion amoureuse? Non, je vais tout de suite mettre une barrière. Voilà, tu vas mettre une barrière, tu vas tuer ce que tu ressens dans l'œuf et tu vas canaliser tes émotions autrement. J'ai envie de dire, c'est pareil. Le gars, il est pas dispo.
Peut-on pardonner après une infidélité? À condition de le vouloir, c'est possible. Ça demande un travail, un vrai travail de discussion, de mise à plat de ce qui n'a pas marché. Voilà, comment tu te sens, il faut que tu puisses dire ce que tu ressens à la personne, éventuellement à quelqu'un d'autre, mais il faut que tu puisses purger un peu les émotions désagréables pour les dépasser, et puis surtout essayer de mettre à plat la relation pour voir où est-ce que ça a dysfonctionné, quoi, pour éviter que ça recommence. C'est ça, parce qu'il y a la confiance après quelque chose. C'est ça, en fait pour restaurer la confiance, je dirais qu'il faut renégocier le contrat, quoi. C'est un peu commercial comme terme, mais c'est-à-dire le contrat de couple, c'est on est d'accord qu'on veut être ensemble dans telle et telle et telle condition. La fidélité, c'est quoi, par exemple? Il faut se mettre d'accord sur ce que c'est. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une autre question, ça, d'ailleurs. Peut-être après, je sais pas. Comment faire pour sortir de la dépendance affective? Appelle-moi. C'est un chemin. C'est un chemin. En fait, la dépendance affective, elle vient d'un style d'attachement anxieux, dans lequel on n'est jamais vraiment sûr de l'amour de l'autre et on cherche tout le temps des preuves. On a constamment besoin de remplir notre réservoir de confiance et de réassurance. Et donc, ça va demander un travail sur soi pour reconstruire une partie d'estime de soi, une partie d'amour de soi, une partie de confiance en soi. Parce que plus on va avoir confiance en soi, conscience de sa propre valeur, moins on va être vulnérable à ce que font les autres. On est toujours un peu dépendant de ce que font, ce que disent, pensent les autres. On est influencé, bien sûr, mais on va être moins vulnérable. Quand on est trop en dépendance affective, c'est qu'on est trop vulnérable à ça. On n'a pas suffisamment de ressources en soi-même. Donc il ne s'agit pas de développer une espèce d'illusion d'autonomie complète, ça j'y crois pas trop. On est toujours interdépendants les uns des autres, mais construire un peu plus de confiance, un peu plus d'estime, s'accorder un peu plus de valeur, d'amour de soi, et ça nous rend moins dépendants des autres. Et tu penses que ça vient d'où cette dépendance affective? Un peu un trauma des parents aussi? Souvent c'est ce qu'on entend le plus. Alors la plupart du temps ça vient quand même de l'enfance, voire de la petite enfance. Après un trauma des parents, je trouve que le mot est fort parce que les parents on fait ce qu'on peut quand on est parent. C'est pas facile d'être parent, il n'y a pas de mode d'emploi, on se démerde. Donc forcément il y a des trucs où on passe à côté. Ouais. Donc forcément ça laisse des traces. Ça ne veut pas dire que les parents ont été traumatisants. Ils ont peut-être été super sur d'autres plans. Mais il y a forcément des loupés. C'est jamais parfait, quoi. Souvent, ça vient de là. La dépendance affective, c'est un lourd sujet. Je suis un mec timide, je sors peu et je n'aime pas trop draguer en vrai. Faut-il que je passe par une application? Alors je dirais que surtout si tu es timide et que tu as du mal à rencontrer les gens dans la séduction, je dirais évite les applis parce que c'est encore pire, ça va te rajouter encore plus de barrières. Je suis pas contre, mais je trouve que c'est encore plus risqué. Je trouve que ça va être plus simple quelque part de surmonter un petit peu ta timidité, d'aller vous fréquentez des endroits où il y a du monde, et avec un peu de bol, il y a des gens qui vont venir te parler et qui vont t'aider à sortir un peu de ta timidité, et au moins tu rencontres la personne telle qu'elle est. Alors que derrière une appli, tu sais pas qui c'est qu'elle est. De toute façon, il faudra bien la rencontrer un jour. Et aussi. dans tous les cas, il va falloir le passer, le cap. Ouais. Et toi, t'es pour, quand il faut sortir, t'es pour sortir seul ou toujours avec ses potes? Alors là, je t'avoue que j'ai pas d'opinion là-dessus. J'en sais rien. J'en sais rien. Si t'es avec des potes, sors avec tes potes. Si t'es tout seul, sors tout seul. Tout seul, faut le faire quand même. Bah, je sais pas, moi, je suis pas mal sorti tout seul aussi. Mais tu sors et tu rencontres des gens. Et les gens, ça devient tes potes. Et encore une fois, tout dépend de ta personnalité. Il y a des aussi, beaucoup. C'est ça joue beaucoup quand même. Pourquoi quand c'est une femme qui drague un homme en premier, on dit que c'est une fille facile? Ah, mais ça, c'est tellement culturel. Oh là là, tellement cliché aussi. Moi, perso, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas parce que tu fais le premier pas que t'es plus facile. Tu peux faire le premier pas et être ultra sélective. Que tu sois une femme ou un homme, je dirais c'est le plus extraverti des deux qui va faire le premier pas, quoi. Voilà. Oui, c'est une femme entreprenante, quoi. Oui. Qui a de la personnalité. Oui, bah c'est très bien. Et souvent les hommes, moi j'ai entendu dire qu'ils aimaient bien quand c'est une femme qui allait vers eux. Je pense que ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes, ouais. Ouais, il y en a peut-être ça les fait flipper, ils se sentent menacés dans quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, ce sont des femmes en voie de distinction un peu, parce que je ne reconnais pas beaucoup, moi, qui draguent en premier. Ah bon? Non. Ouais, je sais pas s'il y en a beaucoup eu parce que c'est associé à une mauvaise connotation. Ouais, c'est ça. Il y a une très belle chanson de Trio là-dessus. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça un don juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment? Ça montre tout de suite que c'est faux, hein. Le cliché, il est là, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas très équitable.
Moi, je dis les filles, allez-y. C'est vrai. Comment oublier son ex? Alors, je crois pas qu'on oublie quoi que ce soit dans la vie, sauf si ça n'a pas été important. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on développe de la résilience, on accepte la douleur, on accepte de la vivre, jusqu'à ce qu'à un moment, ça y est, on l'a vécu et on n'a plus besoin de la vivre. Donc on n'oublie pas son ex, mais on tourne la page, on digère l'expérience, on en tire des leçons, parce que si c'est notre ex, c'est que ça n'a pas bien marché, ça veut dire que peut-être nous non plus, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, on n'a peut-être pas fait le bon casting au départ, on n'a peut-être pas su faire durer l'histoire, voilà, on n'a peut-être pas été le meilleur de soi-même non plus. Donc on apprend nos leçons, et puis on tourne la page et on passe à la suite, mais on n'oublie pas. Et enfin, pourquoi l'amour ne suffit pas? Alors l'amour, ça suffit pour démarrer une relation. Et justement, pendant toute la période euphorie, passion amoureuse, c'est génial. Mais au bout d'un moment, naturellement, la chimie de notre corps va retrouver son niveau initial. Donc on n'est plus avec l'effet, tous les papillons, la vie en rose, etc. Et là, ça demande un choix, une décision, de se dire oui, c'est pas comme au moment où on s'est rencontrés, c'est différent, c'est un peu moins passionnel, c'est un peu moins fusionnel, c'est un peu plus l'habitude. Mais j'ai envie que ça dure. Donc là, c'est la raison qui prend le pas et qui se dit, ok, si je veux que ça dure, qu'est-ce que je peux faire pour que ça dure? Je peux créer des moments privilégiés, je peux ouvrir le dialogue sur des choses difficiles, ou si je l'ouvre pas, je peux au moins accepter le dialogue sur des choses difficiles. Je peux réparer les difficultés, les conflits, les mésententes, je peux apprendre à mieux connaître la personne, apprendre à mieux me connaître pour mieux maîtriser mes réactions, etc. Et c'est une volonté consciente, en fait, de faire durer une relation. C'est ça, ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Quand même, des conseils comme ça, c'est pas tous les jours. Sinon, vous pouvez aller voir Steven sur Instagram ou sur le site internet aussi, amourheureux.fr. C'est ça, hein? Amourheureux.fr. C'est marrant quand même comme nom, amourheureux. Mais au moins, ça parle tout de suite. C'est ça, c'est juste à prononcer, faire heureux, c'est bizarre. C'est vrai. Ton actualité, tes projets pour cette année, tu continues tes vidéos, qu'est-ce que... Ouais, je continue mes vidéos, j'ai envie de faire des comme ça, là, des interviews, des lives, des choses comme ça. Pas forcément copier, mais ouais, j'aime bien discuter avec les gens et confronter les points de vue en fait, avoir les expériences des autres. Voilà, si tu veux, peut-être je t'interviewerai. Bien sûr, sur un sujet, tu peux. Ça marche. Merci Steven d'être venu ici dans le studio de Curieuse. Merci à toi Roman, merci beaucoup. On peut te retrouver sur Instagram mais aussi sur ton site internet pour une visio, pour des consultations en visio. Et puis cette interview, vous pouvez la retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. On est sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et puis aussi un podcast pour l'écouter tranquillement. Comme ça, il y a tous les formats pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Pour les gens qui veulent écouter tranquillement en faisant du sport, du truc. C'est vrai, c'est intéressant le podcast. Ouais, c'est top. Voilà. Et puis si toi aussi tu fais un job atypique, contacte Roman et tu te feras une interview ici. Ouais, c'est vrai. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt Steven. Merci.